Diplômé en sciences politiques à l'université Paris-Dauphine, il débute sa carrière au sein du Conseil général des Hauts-de-Seine. Il travaille ensuite pendant 8 ans dans différentes agences de conseil comme TBWA ou la Web Agency Business Lab. En 2005, il intègre le cabinet du ministre de l'Éducation nationale en tant que chargé de mission. En 2007, il est nommé attaché économique au sein de l'ambassade de France en Inde, en charge des départements énergie et nouvelles technologies. Depuis 2010, mon invité est directeur de la RSE du groupe Casino. Le groupe Casino, vous connaissez forcément, c'est l'un des leaders de la distribution alimentaire en France et en Amérique latine, avec 205 000 collaborateurs à travers le monde et plus de 11 500 magasins, dont les enseignes Casino, Franprix, Monoprix ou Naturalia. Casino a été classé premier distributeur alimentaire au monde pour ses engagements RSE par le Wall Street Journal en octobre 2020. L'année suivante, selon l'évaluation Moody's ESG, le groupe Casino a été classé numéro 1 sur 19 groupes de distribution en Europe, ce qui vient reconnaître de nombreuses années d'engagement en faveur d'une consommation plus responsable et plus durable. J'ai le plaisir de recevoir pour ce podcast Demain vous appartient un dirigeant vraiment engagé, Mathieu Richer. Bonjour. Bonjour Claire. Alors Mathieu, la première question que j'ai envie de te poser porte sur ton parcours. Comment est-ce qu'on passe du Conseil général des Hauts-de-Seine à la direction RSE du groupe Casino? Et est-ce que ton caractère engagé fait partie de ton ADN ou est-ce qu'il est apparu au fil du temps et notamment en prenant la direction RSE du groupe Casino? Oui, alors effectivement, j'ai toujours été engagé depuis mon adolescence et j'ai effectivement commencé mon engagement par la politique, ce qui m'a amené à travailler pour le Conseil général des Hauts-de-Seine et des élus des Hauts-de-Seine, notamment sur la ville de Nanterre, et donc de travailler sur des sujets pour trouver des logements sociaux pour les habitants, pour aider à trouver un emploi, etc. Donc j'ai commencé par des enjeux très opérationnels d'engagement. Et puis j'ai eu l'opportunité ensuite d'aller travailler pour l'ADI, qui est une association qui travaille pour les chômeurs et personnes bénéficiaires du RSA, à l'époque le RMI, pour les accompagner dans leur projet de création d'entreprise, qui à l'époque d'ailleurs faisait débat. On parle des années 96-97. Et à la suite de cet engagement au sein d'une association, j'ai continué mon parcours et comme vous l'avez expliqué, travaillé ensuite à niveau politique, puis en ambassade, où là aussi c'est une autre forme d'engagement pour porter les intérêts économiques de la France auprès d'un pays comme l'Inde. Donc ça a toujours été constitutif, je pense, de ma personnalité. Après, c'est un engagement au service des autres, et c'est ce qui m'a toujours intéressé, qui m'intéresse dans mes missions, c'est de pouvoir être utile et servir des causes ou des intérêts qui nous dépassent un peu. Et j'ai la chance de pouvoir le faire aujourd'hui au sein d'une direction RSE d'un grand groupe. C'est tout à fait passionnant et je tiens à saluer, puisqu'on parle de l'engagement, et je pense que c'est cohérent. On a aussi le plaisir de soutenir depuis plus de 10 ans l'Institut de l'engagement qui a été présidé par Martin Hirsch et qui travaille justement sur cette idée de comment engager les jeunes dans différentes causes et les accompagner. Et c'est un sujet très, très passionnant. Alors toi qui as du recul et une expérience significative sur le sujet de la RSE, puisque tu es directeur de la RSE depuis 12 ans, est-ce que tu partages la conviction qui est la mienne que si on parle de RSE depuis plusieurs années, depuis on va dire 10-15 ans, nous sommes aujourd'hui en fait face à un phénomène nouveau qui est l'avènement de l'entreprise engagée, de l'entreprise citoyenne, avec une politique RSE qui s'inscrit dans chaque action de l'entreprise et qui irrigue chaque direction de l'entreprise? Oui, alors l'évolution en 10-12 ans, elle est frappante. Il y a encore 10 ans, quand on expliquait que l'objectif de l'entreprise n'était pas que de générer du profit et des bénéfices, c'était limite tabou, on pouvait engendrer un certain nombre de discussions. On voit bien 12 ans après que c'est l'inverse. Si on dit aujourd'hui que l'entreprise ne prend pas en compte son impact social et environnemental, on générait un certain nombre de débats et critiques. Et d'ailleurs, quand on regarde la loi Pacte et les débats de la loi Pacte, qui ne sont pas si vieux que ça, où on a pu débattre sur le fait d'intégrer la phrase qu'il faut que l'objet social de l'entreprise prenne en considération les enjeux sociaux et environnementaux, on voit bien qu'aujourd'hui, on a largement dépassé ça, que ça fait absolument plus débat, voire que ce débat, il paraît un peu anachronique. Donc on voit bien qu'il y a eu un changement assez radical dans la façon de considérer l'entreprise et du fait que l'entreprise doit bien intégrer sa dimension citoyenne, parfois d'intérêt général, et donc agir pour essayer de réduire ses impacts, voire d'avoir un impact positif, comme on a tendance à le dire de plus en plus. Ce qui a d'ailleurs pour conséquence aussi de créer une responsabilité immense sur les entreprises, parfois peut-être trop grande, où on attend des entreprises qu'elles transforment le monde, et peut-être plus qu'aujourd'hui le pouvoir politique. Oui, absolument. Alors,
Moi, je suis jamais pour opposer l'un à l'autre. Au contraire, je pense qu'on a besoin du politique, on a besoin de l'entreprise. Et ce qu'il faut, c'est effectivement aligner les agendas en commun sur un intérêt général et trouver des consensus de solutions. Et je pense que j'y reviendrai parce que ça me tient à cœur. Il faut qu'on arrive à parler davantage des solutions, mettre en œuvre ces solutions. Et pour ça, on a besoin d'engager les citoyens, d'engager l'entreprise et évidemment d'engager les pouvoirs publics. Oui, l'ensemble des sphères, on va y revenir absolument. Pour entrer dans le vif du sujet, ou des sujets, parce qu'ils sont nombreux, depuis cet été, il n'a jamais été autant question d'environnement. La sobriété énergétique a été le sujet de la rentrée. Quel est le plan d'action de Casino pour faire face à cette problématique et pour diminuer sa consommation énergétique ? Alors, pour un distributeur, le sujet de l'énergie, il n'est pas nouveau, en tout cas pas pour le groupe Casino. On a commencé à y travailler dès les années 2010, notamment en créant une filiale dédiée à la transition énergétique. Et on est parti d'un constat qui est pareil, assez étonnant. En 2010, la plupart des meubles froids, c'est-à-dire les meubles où vous achetez votre yaourt, vous achetez votre beurre, n'étaient pas couverts de porte. Donc c'est l'équivalent de laisser ouvert votre frigidaire toute la journée sans porte dans nos magasins. Donc évidemment, on a commencé par s'attaquer à cette question-là. Et dès les années 2010, avec notre filiale Green Yellow, on a commencé par couvrir les meubles froids de porte et donc de réduire la consommation énergétique. Puis on a rénové les magasins en mettant en place des systèmes par exemple de LED qui sont plus efficaces. On a mis des contrôles de température à distance, etc. Donc pendant quasiment une décennie, on a optimisé et réduit la consommation énergétique d'à peu près 20%, et anticipant en fait la tendance qu'on voit depuis plusieurs années, c'est-à-dire d'augmentation du prix de l'énergie et aussi la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre puisque l'énergie émet du CO2 et c'est une part importante de nos émissions de CO2. Donc on a beaucoup travaillé sur la question de l'énergie. D'ailleurs, Green Yellow est devenu entre-temps une société à part entière qui nous a accompagnés donc, dans ces plans-là, qui nous a aidé à développer des centrales solaires. On a 150 centrales solaires qui sont installées sur les toits et les ombrières de nos magasins en France et au Brésil, donc permet de générer des énergies renouvelables. Et on a revendu Green Yellow d'ailleurs sur une valorisation d'un peu plus d'1 milliard d'euros de valorisation, donc ce qui montre bien d'ailleurs que la RSE, ou en tout cas les business models peuvent être très rentables. Et aujourd'hui, on est effectivement dans cette crise énergétique sur l'activation des derniers leviers. Alors, comme on a 10 000 magasins dans le monde, évidemment, il faut toujours y revenir, et c'est le propre de la RSE, c'est Sisyphe, voilà, il faut toujours revenir sur les sujets, parce qu'en magasin, vous allez trouver une porte qui est cassée, vous allez trouver une installation à réparer, etc. Donc on peut toujours évidemment continuer à agir. Et le deuxième levier, puisqu'on a quand même déployé à peu près toutes les technologies qui sont les plus matures aujourd'hui, c'est le levier comportemental. Et donc, c'est effectivement faire en sorte que s'il y a une porte qui est cassée d'un meuble froid, qui est mal fermé, eh bien, on puisse tout de suite la réparer, tout de suite intervenir pour aller chercher ces 10% manquants de réduction énergétique qu'on vise. Et on sait que par le levier comportemental, en plus de toutes les petites actions qu'on peut mener dans chacun de nos magasins sont possibles et peuvent nous permettre d'atteindre cette réduction. Donc c'est aussi évidemment éteindre les enseignes lumineuses, baisser les températures dans les magasins ou sur les sites administratifs. Donc c'est tout ce plan d'action, on va dire, plus comportemental que l'on déploie aujourd'hui. Mais c'est pas un sujet nouveau. Et là, le défi après, pour aller chercher au-delà de 10%, c'est de trouver de nouvelles réponses technologiques, de nouveaux leviers pour essayer de continuer à réduire. Alors, quand on parle d'un distributeur, on parle énergie, mais on parle aussi gaz réfrigérant, qui est en fait un des gros enjeux en termes climatiques pour nous, puisque ce sont ces gaz qui sont les meubles froids qui peuvent émettre du CO2. Donc, on a aussi un plan d'action. Et puis, il y a un plan d'action qui est essentiel et sur lequel il faut qu'on accélère, c'est l'offre de produits. Parce que quand on parle en fait climat, chez nous, émissions de CO2, on parle aussi, même si c'est l'impact indirect, comme on peut dire dans notre jargon de spécialiste, le scope 3, on va parler en fait de l'offre produit et comment on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à tous les produits qu'on vend en magasin. Et c'est là où est le grand enjeu aujourd'hui pour un distributeur, en tout cas pour nous. Et c'est là qu'est la transformation, parce qu'il faut le faire avec nos fournisseurs, et il faut le faire avec nos clients. Alors pour rester sur ce sujet de l'environnement, dans la grande distribution, comme dans l'hôtellerie d'ailleurs, Maud Bailly nous en parlait à ce micro il y a quelques semaines, il y a un gros enjeu autour du plastique. Comment est-ce que vous traitez cet enjeu ? Quelles sont les solutions pour l'éradiquer ou en tous les cas diminuer son utilisation ? Oui, alors c'est un enjeu très important évidemment pour un groupe comme le nôtre et qui est aussi assez complexe. Pour comprendre l'enjeu du plastique, il faut revenir au XXe siècle.
Au XXe siècle, quand s'est développée la consommation de masse, on avait besoin et on a eu besoin d'emballer les produits à la fois pour garantir la qualité sanitaire de ces produits-là. L'emballage, il sert à protéger votre produit, à garantir sa pérennité, avoir une date limite de consommation la plus longue possible. Ouais. Il sert à bien transporter le produit, à lutter contre le gaspillage alimentaire, à donner des informations. Et au XXe siècle, il y avait un matériau qui était particulièrement révolutionnaire parce qu'il était très malléable, très, très flexible, c'est le plastique. Et donc, effectivement, le XXe siècle restera marqué par le fait que le plastique s'est imposé dans la distribution, mais un peu partout, comme un matériau très, 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 très utilisé. Au fur et à mesure des années, sur le XXe siècle, on s'est aperçu qu'effectivement le plastique engendrait un certain nombre de risques sociaux et environnementaux, notamment évidemment la pollution des océans, et on est rentré dans une grande ère pour déplastifier finalement le monde, et en tout cas effectivement les produits, les emballages plastiques qui sont utilisés dans les produits vendus dans nos magasins. Alors comment on fait ? Effectivement, on va déjà commencer avec les équipes qualité à identifier l'ensemble des produits qui contiennent du plastique. Et on va mettre une stratégie qui est assez évidente, mais qui est assez complexe à faire, qui est d'abord de regarder où est-ce qu'on peut supprimer le plastique. Il y a plein d'endroits où on s'est aperçu que pour une raison X ou Y, on peut tout à fait supprimer le plastique. Donc, c'est des emballages qui sont inutiles, qui n'apportent pas d'intérêt pour préserver le produit. Donc, on commence par réduire. Ensuite, on essaye de regarder si on ne peut pas à supprimer. Si on n'arrive pas à supprimer, on regarde pour réduire la quantité de plastique. Pour utiliser d'autres matériaux. Alors concrètement, c'est quoi ? C'est par exemple au rayon pâtes, de plus en plus, vous voyez des emballages qui étaient en plastique qui passent en rayon carton. Par exemple, les œufs, il y a encore quelques années, vous aviez encore des emballages en plastique pour vos œufs, ça a complètement disparu, c'est que du carton. Évidemment, sur les fruits et légumes, là, on a rejoint du réglementaire, mais on a supprimé les emballages plastiques. Donc, on va chercher à chaque fois à supprimer, puis à réduire, et puis à utiliser après du plastique recyclable dans la mesure du possible et à augmenter la part de recyclable dans ces plastiques. Puis ensuite, on va analyser aussi un certain nombre de plastiques qui sont des perturbateurs des centres de tri. Il y a des plastiques qui sont mal retriés, donc on va essayer de les supprimer pour faciliter le tri. Pour mettre en place tout cela, il faut surtout d'abord avoir des engagements concrets. C'est pour ça qu'on s'est engagé avec le pacte plastique qui a été mis en place avec le ministère de la Transition écologique. On est une quinzaine d'acteurs, fournisseurs et distributeurs où on s'est engagé en commun à faire en sorte que 100% de nos emballages plastiques utilisés sur les produits à marque propre soient recyclables d'ici 2025, ce qui a d'ailleurs permis ensuite aux législateurs de s'appuyer sur ces engagements volontaires pour passer les lois, donc la loi AGEC et la loi Climat et Résilience qui ont rendu obligatoire un certain nombre de nos engagements. Donc on définit ces engagements, puis ensuite il faut engager nos fournisseurs. Et donc là, on parle de centaines de fournisseurs, puisque nous, on ne fabrique rien avec nos marques propres. On travaille avec des PME essentiellement, qui elles-mêmes doivent trouver les solutions pour supprimer le plastique ou réduire ou substituer. Et on a un enjeu à la fois de permettre de garantir la qualité sanitaire du produit. Il ne s'agit pas de dégrader la qualité du produit en changeant l'emballage. Et en même temps, il faut qu'on essaye d'éviter de rajouter du carbone. Par exemple, quand vous substituez un emballage plastique par un emballage en carton, l'emballage à carton peut émettre plus d'émissions de CO2. Et on a aussi des engagements de réduction de nos émissions de CO2. Donc, il faut trouver la juste solution. Qui plus est, en n'ayant pas d'impact trop important pour nos consommateurs, puisqu'on est déjà dans une période inflationniste assez importante. Et par exemple, le coût du carton aujourd'hui a plutôt tendance à augmenter. Donc à chaque fois qu'on substitue du plastique par du carton, on a un enjeu aussi économique que l'on doit traiter, et puis d'accompagnement des PME pour qu'elles-mêmes soient capables de mettre en œuvre ces solutions, puisqu'à chaque fois, il faut revoir la chaîne logistique, il faut revoir les machines, il faut trouver d'autres machines. Tout ça nécessite de l'investissement. Et dernier maillon de la chaîne, juste pour montrer que c'est un tout petit peu plus complexe que ça en a l'air sur le papier, il faut que nos clients suivent la démarche que l'on met en place. Et donc, il faut que l'expérience consommateur en magasin, avec des nouveaux emballages ou sans l'emballage plastique, soit aussi bonne que la précédente. Alors, des cas concrets, quand vous substituez par exemple les emballages plastiques qui étaient sur, par exemple, les pommes bio par des emballages en carton, vous ne voyez plus du tout le produit. Donc, vous êtes tenté d'essayer d'ouvrir sur le côté, de regarder finalement est-ce que ma pomme elle est abîmée, pas abîmée. Eh bien, il faut répondre à ces problématiques-là pour que nos clients continuent à acheter ces produits. Alors, le mieux, vous allez me dire, c'est le vrac. Et effectivement, on développe aussi des solutions en vrac. Mais là aussi,
la solution du vrac nécessite de travailler avec nos fournisseurs sur les bons modèles de vrac qui sont optimales, qui ne dégénèrent pas de déchets, qui ne génèrent pas de contraintes pour le magasin et qui soient facilement utilisables par nos clients. Or, le vrac, quand vous êtes quelqu'un de très engagé, vous savez utiliser, vous êtes habitué à utiliser ces concepts, mais c'est moins le cas quand vous allez dans la distribution généraliste. Donc, il faut aussi travailler avec nos clients pour rendre ces concepts les plus fluides et les plus optimales possibles pour que nos clients se les approprient. Et si on arrive à aligner l'ensemble de ces acteurs, c'est-à-dire nos équipes qui sont engagées, les fournisseurs, nos clients, on arrive à faire une transformation du modèle. Mais tout ça, effectivement, prend du temps. Et donc, on c'est voit souvent que c'est frustrant. Complexe, plus qu'on ne le pense d'ailleurs. Il faut trouver le bon équilibre, Exactement. la bonne combinaison, impliquer toutes les parties prenantes. Donc non, c'est très concret, c'est très intéressant. Il y a un autre sujet essentiel dans la grande distribution dont on parle de plus en plus d'ailleurs dans les médias, c'est le bien-être animal. Je me demandais si Casino était engagé sur ce sujet et si oui, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Oui, alors là aussi, c'est assez intéressant d'observer l'évolution sociétale. Dans les années 2010, quand on a fait des études pour comprendre les attentes de nos consommateurs vis-à-vis des engagements du groupe ou d'un distributeur, le bien-être animal ne ressortait pas. Puis à partir des années 2012-2013, notamment avec le travail des associations, le bien-être animal est devenu une cause de plus en plus importante pour nos clients. C'était déjà le cas en Angleterre, qui est souvent très en avance sur les questions de bien-être animal, mais pas en France. Et on a commencé à y travailler avec notre enseigne Monoprix, où Monoprix a été la première enseigne à s'engager à supprimer pour sa marque propre les œufs issus de poules élevées en cage. Et on s'est aperçu qu'il y avait un vrai écho vis-à-vis de nos clients et que ça fonctionnait bien. Et donc Monoprix s'est engagé ensuite à le déployer sur la marque nationale, ce qui était une vraie innovation. Donc on a arrêté de vendre à partir de 2016 des œufs qui provenaient de poules élevées en cage dans tous les magasins Monoprix. Et ensuite, on s'est dit, on va relever le challenge de développer dans toutes nos enseignes en France. Et depuis 2020, c'est le cas. Vous ne trouvez plus de poules élevées en cage. Et je crois qu'on est encore la seule enseigne à l'appliquer sur la marque propre et la marque nationale. Donc ça a été notre entrée sur les questions de bien-être animal. Et on a pu ressentir l'intérêt de nos clients et des citoyens pour cette cause. C'est qu'il y a une vraie attente quand même des consommateurs. Exactement. En fait. Et c'est important que l'offre rencontre la demande. Évidemment, il faut que le distributeur propose une offre, mais il faut un moment qu'il y ait quand même en adéquation. Et ensuite, on a décidé de s'engager dans un autre projet qui nous tient très à cœur avec Louis Schweitzer, qui est le président de la LFDA, qui nous a mis au défi d'essayer de créer un étiquetage sur le niveau de bien-être animal des produits, notamment de la filière poulet. Et alors, le défi consistait à dire, est-ce qu'on est capable d'écrire un référentiel avec 3 ONG, donc la LFDA, le CIWF et l'OABA, qui travaillent sur les conditions d'abattage, pour fixer des niveaux de bien-être animal sur toute la vie de l'animal, de la naissance, du transport jusqu'à l'abattage, pour pouvoir étiqueter à la manière du Nutri-Score, non pas que les produits qui seraient positifs, donc on ne parle pas d'un label, on parle bien d'un étiquetage avec des niveaux de A à D, et qui permettent de dire ce produit, il est de niveau A en termes de bien-être animal, sur toute la vie de l'animal, ou celui-là, il est de niveau C ou de niveau D. Et on a relevé ce défi, il nous a fallu 2 ans pour écrire le référentiel, se mettre d'accord, avec des phases plus ou moins difficiles dans la discussion. On l'a mis en place il y a maintenant 4 ans sur les produits Casino Bio et Terre et Saveur vendus dans nos enseignes Casino. Et ensuite, on a créé une association qui est présidée par M. Schweitzer, dont le but était d'engager nos fournisseurs et d'autres distributeurs. Et aujourd'hui, cet étiquetage il est utilisé par nos concurrents, aussi bien Intermarché, Carrefour que Fermier du Sud-Ouest ou Loué. Et donc, il se déploie peu à peu sur différents produits. Et là, on est en train de le déployer maintenant sur ce qu'on appelle le cœur de gamme, c'est-à-dire sur les produits Casino, la marque Casino. Et donc, on va avoir plus de 2 millions de produits qui vont porter cet étiquetage et qui permettent à nos clients, s'ils souhaitent acheter des produits avec des garanties sur le bien-être animal, de pouvoir acheter ces produits. Et évidemment, c'est important que nos clients s'y intéressent puisque ces produits sont un peu plus chers, toujours. Et donc, il faut montrer aussi aux acteurs de la filière que lorsqu'on valorise les démarches de bien-être animal, on a en face des consommateurs qui sont réceptifs. Et pour l'instant, ça fonctionne très bien. Alors, autre sujet qui concerne la grande distribution et les consommateurs, c'est la malbouffe. C'est un vrai sujet de santé publique. Donc, tu parlais du Nutri-Score tout à l'heure. Il y a le développement du bio également. Est-ce que la malbouffe, c'est un combat pour vous ? Oui, alors c'est un combat qui passe effectivement à la fois par l'offre de produits en magasin et puis par les pratiques de consommation. Donc, clairement, sur l'offre produit, on a
déjà bien progressé avec une offre bio qui est très présente dans nos magasins, que ce soit chez Monoprix, Franprix ou Casino. Vous allez trouver une très large offre de produits bio. L'enjeu en ce moment, vous le savez, sur le bio, c'est de continuer à maintenir les ventes de ces produits-là, puisque avec l'inflation, c'est un marché qui est plus difficile. Nous, on croit au bio. C'est une vraie solution à la fois d'un point de vue pour sa santé, mais évidemment aussi pour le climat et pour la protection des sols. Donc, on continue à travailler sur le bio. Le deuxième sujet qu'on adresse, c'est les substances controversées. On en parle un peu moins, mais vous vous souvenez peut-être qu'il y a 2-3 ans, on parlait beaucoup de ces additifs qui sont présents dans les produits. Donc, on s'est engagé à éliminer 85 substances controversées de nos produits. On en a déjà retiré 75%. Donc, c'est les E102, E104, etc. qu'on supprime au fur et à mesure. Là aussi, ça paraît simple, mais s'il y avait des additifs, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est pour des raisons de préservation, c'est pour des raisons de goût. Et donc, voilà. Donc, il faut retrouver des produits sans ces additifs, sans ces substances qui ont la même qualité gustative, parce qu'au final, on le sait, nos clients, s'ils ont un produit qui en bouche n'a pas de goût ou ne répond pas à leurs attentes, ne réachètent pas le produit. Donc c'est un vrai défi technique pour les équipes, mais on a bien avancé sur cette question. Et puis évidemment le Nutri-Score qu'on soutient depuis qu'il est en place. Et donc tous les produits, par exemple la marque Casino, présente le Nutri-Score avec une grande partie de l'offre, c'est plus de 10%, doit être à 69% sur les produits bio qui sont avec un Nutri-Score A, B ou C, et on est à 60% sur l'offre Casino. Et sur la marque enfant, on a pris l'engagement de ne plus développer de nouveaux produits Casino qui seraient à Nutri-Score D ou E. Donc le Nutri-Score nous a aidé à améliorer l'offre produit, à valoriser auprès du client et donc aussi à lui permettre d'acheter des produits qui sont meilleurs pour sa santé, même si il reste beaucoup de produits plaisir dans nos magasins et c'est très bien de consommer quelques produits plaisir avec du chocolat, etc. Après, il ne faut pas en consommer tous les jours, en tout cas pas toutes les heures. Donc on adresse effectivement ces enjeux en améliorant l'offre produit et en la rendant aussi plus accessible. Et on voit que chacun de ces sujets est finalement très complexe à appréhender et à mettre en œuvre également. Alors la RSE, c'est aussi le social, le sociétal, hein, c'est le S de la RSE qu'on a un peu tendance à oublier en ce moment parce que le thème de l'environnement est omniprésent et a tendance à tout écraser. Est-ce que vous avez un grand combat social, sociétal chez Casino et si oui, comment est-ce que vous l'avez choisi? Comment est-ce que vous le menez? Est-ce que c'est via une fondation? Alors oui, on a un engagement qui est historique, qui est la promotion de la diversité et la lutte contre toutes les formes de discrimination. On pourrait le mettre sous un autre mot qui est l'égalité des chances, qui est effectivement un terme dont on parlait beaucoup il y a 10 ans, on en parle beaucoup moins. Mais en fait, c'est ça notre grand combat social, c'est de s'assurer que quelle que soit votre origine, quelle que soit votre orientation sexuelle, quel que soit votre handicap, quelle que soit votre couleur de peau, vous ayez les mêmes chances à diplôme et expérience égale d'intégrer le groupe Casino et de progresser au sein du groupe Casino. Et on sait qu'il faut mettre des politiques très actives pour lutter contre toutes les formes de discrimination, lutter contre les stéréotypes, y compris les stéréotypes de genre, et s'assurer que dans le parcours de nos collaborateurs, ils vont pouvoir évoluer à tous les niveaux de l'entreprise et qui ne seront à aucun moment discrimination. Donc ça fait 25 ans qu'on travaille sur cette question, qui se traduit par exemple par le fait d'obtenir le label diversité, qui est un label certifié par l'AFNOR, qui vient certifier toutes les pratiques du groupe, du recrutement, jusque dans les pratiques de promotion et de formation, pour s'assurer qu'elles sont non discriminantes. On a aussi d'ailleurs le label égalité, puisque maintenant c'est le double label. Ça se traduit aussi, par exemple, pour les enseignes Casino, avec 9,5% de personnes en situation de handicap qui travaillent au sein de nos enseignes, et donc qui, bien au-delà des fameux 6%, et qui montrent qu'on est capable d'inclure des personnes en situation de handicap, de leur offrir des opportunités. Donc ça, c'est des combats majeurs pour nous, et ils le sont d'autant plus qu'on s'aperçoit que c'est un élément très important pour nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'on le teste dans les études d'engagement, on voit que le fait de pouvoir travailler dans des équipes diverses, avec des gens qui ne sont pas comme moi, c'est un facteur très important de motivation pour nos collaborateurs. Voilà, donc ça, c'est le grand combat. Et on le fait aussi au sein de l'entreprise, mais avec l'écosystème des associations. Il y a énormément d'associations qui travaillent pour l'égalité des chances et sur les enjeux de diversité. Moi, je suis toujours frappé par la richesse du tissu associatif en France. On n'en parle pas souvent, on parle souvent des mauvaises nouvelles, de ce qui n'y va pas bien, notamment dans les quartiers, etc.
Mais en fait, vous avez une énergie sur le terrain qui est complètement incroyable. Et donc, on va soutenir effectivement aussi bien des associations comme l'Institut de l'engagement, qui travaillent sur la valorisation du service civique et des jeunes qui se sont engagés, des associations comme les Déterminés, vous connaissez, qui travaillent avec des jeunes et moins jeunes créateurs d'entreprises. On soutient d'autres causes qui tiennent aussi à cœur à nos collaborateurs, notamment Gustave Roussy, qui a un très beau programme de recherche contre le cancer de l'enfant pour essayer de trouver les remèdes pour guérir un jour le cancer de l'enfant. Et donc là, on va mobiliser nos collaborateurs, nos magasins pour collecter des fonds au profit de ces causes-là. Et puis, il y en a une dernière qui nous tient particulièrement à cœur, c'est celle de l'Institut Curie pour lutter contre le cancer du sein qu'on soutient depuis longtemps au départ avec les enseignes Monoprix. On a étendu ce partenariat à d'autres enseignes. Et donc, ça fait partie des nombreuses causes que l'on soutient. Comme on a un distributeur généraliste avec des clients très variés, on essaie effectivement d'adresser les différentes causes qui comptent pour nos clients et nos collaborateurs. Donc ça, c'est du mécénat financier qui passe directement par l'entreprise, ou est-ce que ça passe via la fondation ? Alors, on a 2 leviers en fait qu'on utilise. Le premier, c'est l'arrondi en caisse, qui est un formidable outil aussi créé par un entrepreneur social remarquable, Pierre-Emmanuel Grange, qui nous a contactés il y a maintenant 6 ans, et on a déployé l'arrondi en caisse chez Franprix. Ça nous permet là de faire appel à la générosité de nos clients. Ça marche bien d'ailleurs. Et ça marche extrêmement bien. Ouais. C'est très efficace parce qu'il suffit juste sur le terminal de paiement de dire oui, non pour donner quelques centimes. Et c'est vrai que mis bout à bout, des centimes, ça a fait 100, 150 000 jusqu'à 400 000 euros sur les plus grosses campagnes qu'on a pu faire. On a collecté avec l'arrondi 400 000 euros pour des associations. Donc c'est très efficace. Évidemment, il ne faut pas trop le surutiliser puisque la générosité, il ne faut pas sursolliciter nos clients. Deuxième outil qu'on utilise, c'est les fondations. Donc on a 4 fondations dans le groupe, 2 en France, 2 en Amérique du Sud. En France, on a la fondation du groupe Casino qui a un positionnement très particulier. Elle travaille sur la lutte contre l'exclusion sociale par le théâtre. Donc c'est vraiment très, très spécifique. Alors pourquoi le théâtre ? Parce que c'est un art oratoire. Nous, on est dans des métiers où on est plutôt dans une culture de l'oral que de l'écrit dans la distribution. C'est un formidable outil pour redonner confiance dans les jeunes qui parfois sont en situation scolaire difficile, mais par le théâtre vont se révéler, gagner en confiance, apprendre à parler, parfois montrer à leurs petits copains qu'ils ont un talent incroyable. C'est des enfants parfois qui ont une grande tchatche et en classe ça peut être compliqué. Sur une pièce, sur un théâtre, ça devient une énorme qualité. Donc on va utiliser ce levier-là qui est pour nous extrêmement efficace, et on travaille avec l'Éducation nationale sur des appels à projets où les enseignants proposent un projet, et pendant 2 ans on va soutenir un établissement et pour qu'ils mettent en place ce programme de théâtre, et on va financer en fait le fait de pouvoir faire appel à des professionnels, de vrais comédiens, vrais metteurs en scène, des moyens. Et le spectacle le plus abouti au bout des 2 ans a la chance, le privilège de venir jouer avec les enfants sur la scène de l'Odéon, et prochain spectacle aura lieu en juin. Et donc là, vous avez des jeunes qui ne sont souvent jamais montés à Paris, qui se retrouvent à jouer sur le théâtre de l'Odéon. Donc là, on utilise la fondation du groupe Casino. On a une fondation aussi, qui est la fondation Monoprix, qui, elle, travaille sur la lutte contre l'exclusion sociale face à la rue, donc notamment sur les problématiques des personnes sans domicile fixe. Concrètement, c'est quoi ? C'est par exemple 2 programmes. On a développé une doudoune avec le SAMU social qui est complètement adaptée aux problématiques des sans domicile fixe, des personnes qui vivent dans la rue. Donc on a adapté en travaillant avec les associations vraiment aux besoins spécifiques des personnes qui sont dans la rue. Ou autre programme, on travaille avec Apprentis d'Auteuil sur un très beau programme qui s'appelle La Touline, qui a fait le constat que quand vous êtes bénéficiaire de l'aide à l'enfance, à 18 ans, tous les dispositifs d'État s'arrêtent. Et donc vous vous retrouvez du jour au lendemain quasiment à la rue si vous n'avez pas pu anticiper ou si vous n'avez pas de moyens. Et là, ce programme permet justement de continuer à accompagner les jeunes qui sont soutenus par l'aide sociale à l'enfance à partir de 18 ans pour les aider à trouver un logement, à trouver un emploi et à s'installer et à éviter qu'ils puissent tomber dans la rue, ce qui arrive malheureusement sur un certain nombre de ces jeunes. Voilà, donc c'est tous ces outils-là qu'on va utiliser pour soutenir de nombreuses causes qui nous tiennent à cœur. Donc, c'est pas que du financement, on est bien d'accord. Vous travaillez main dans la main, ensemble, pour inventer des solutions, monter des projets, Exactement. etc. Très bien. Alors, question suivante. Il y a un phénomène qu'on observe beaucoup ces derniers temps. On sait que la politique
RSE d'une entreprise est en train de devenir indispensable pour fidéliser et attirer les talents. Beaucoup d'entreprises ont des difficultés de recrutement, surtout depuis le Covid. Est-ce que toi, c'est un phénomène que tu constates, cette difficulté à recruter? Et qu'est-ce que vous faites chez Casino pour garder les talents et attirer la jeune génération? Alors effectivement, on voit bien dans les processus de recrutement, mais pas que, et pas que chez les jeunes, que les engagements RSE intéressent et qu'il y a de nombreuses questions. Après, quand on regarde, et du coup, je regardais récemment différentes études qui parlent des raisons pour lesquelles les personnes démissionnent d'une entreprise. En fait, la deuxième raison pour laquelle, par exemple, dans une période d'essai, vous allez mettre fin à votre période d'essai, c'est la qualité du management. La première, c'est parce qu'on vous a vendu un poste qui ne correspondait pas à vos attentes. En tout cas, il y a un décalage entre le descriptif et la réalité. Bon, voilà. Mais le deuxième, c'est la qualité du management. Est-ce que mon manager me manage bien? Est-ce que je suis content de son management? Donc ça, c'est pour nous un élément très important qui fait partie de la politique RSE, c'est de travailler sur le management. Et on pourra y revenir. On a développé un très beau programme de management bienveillant justement pour former les managers. Et ensuite, on a l'engagement sociétal des entreprises qui est une des raisons pour lesquelles les collaborateurs ou des personnes vont arrêter de travailler pour une entreprise. Mais ça ne vient pas en premier aujourd'hui. On voit que le sujet monte de plus en plus important. Dans l'étude dont je parle, qui est une étude Robert Half, c'est la 4e ou 5e raison qui est citée, l'engagement sociétal. C'était très faible il y a encore quelques années, c'est de plus en plus important, donc on sait très bien que ça va continuer à monter. Alors effectivement, comment on répond à ça? On répond effectivement déjà en étant capable d'expliquer nos politiques, nos enjeux et nos actions RSE, en formant nos collaborateurs, notamment sur les pratiques de management d'abord, je pense que c'est essentiel, et dans les pratiques de management, évidemment, on va intégrer la prise en compte de la RSE. Donc on a formé de cette manière-là plus de 7000 managers en 6 ans à ce programme de management bienveillant qui justement vise à développer l'autonomie, à permettre de reconnaître quand on a fait des erreurs dans ses pratiques de management, etc. etc. Donc c'est un programme qui est très construit. Et puis on développe après différents outils, dont un qu'on a lancé récemment, qui est un réseau des collaborateurs engagés pour le climat. Donc c'est aussi donner les moyens aux collaborateurs qui nous ont rejoints ou qui sont dans l'entreprise de pouvoir s'engager, à l'image de ce qu'il y a eu sur les réseaux de femmes. On s'est dit, si ça marchait sur cette cause-là, ça a sans doute marché pour le climat. Et on a lancé ce réseau il y a maintenant une petite année. On a 150 collaborateurs qui sont engagés, qui participent. Et ça permet à des collaborateurs qui veulent agir de se mobiliser, de partager leurs idées, leurs bonnes pratiques et de créer une dynamique. Voilà, donc c'est différents leviers qu'on va utiliser pour fidéliser et motiver nos collaborateurs sur les enjeux RSE. Alors dans la lignée de ce sujet du bien-être des salariés, il y a un autre sujet dont on parle beaucoup, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a la loi Rixin qui est passée en décembre 2021 et qui impose un quota de 30% de femmes dans les COMEX des entreprises de plus de 1000 salariés d'ici 2026. C'est encore un peu loin. Vous en êtes où, vous, au sein du groupe Casino? Et une question très simple, combien est-ce que vous avez de femmes au COMEX? Alors pour répondre directement à la question, on est à 33% de femmes dans le COMEX du groupe Casino. Alors c'est une question majeure pour nous parce que à la fois nos clients sont encore essentiellement, majoritairement des clientes et que nous avons beaucoup de femmes évidemment dans nos magasins et notamment comme hôtesses de caisse. Et par contre, comme tous les acteurs de la distribution il y a quelques années, nous avions moins de femmes au niveau de la direction et des directions de nos établissements. Donc on a énormément progressé depuis 10 ans sous l'impulsion de notre président, directeur général et des membres du COMEX. Aujourd'hui, on a 43,5% de femmes dans l'encadrement en France. Voilà, j'allais te demander le pourcentage au niveau management. Au management, donc en France 43,5%. Au niveau du groupe, puisqu'on est aussi en Amérique du Sud, on est à 41%. Et on a un objectif qui a été fixé à 45% en 2025. Donc 45%, ce n'est pas encore la parité, on a encore 5 points à aller chercher, mais voilà, ça a bien progressé. On est, pour ceux qui connaissent l'indice égalité qui évalue, qui est un indice officiel qui évalue les politiques des entreprises, on a une note de 92 sur 100, la note minimale à avoir c'est 75 sur 100, donc on est au-delà de la plupart des entreprises. Monoprix, qui est depuis très longtemps engagé sur ces questions, est à 99 sur 100 sur l'indice égalité, donc voilà, donc tout le monde continue à avancer. Et puis dans le dernier classement qu'il y a eu du SBF 120 sur
les femmes et le pourcentage de femmes, notamment dans la direction. On est en 26e place, on était le premier distributeur et on a gagné quelques places. Donc ça progresse, ce n'est pas encore suffisant puisqu'il faut viser la parité, donc il faut continuer et sans relâche à travailler sur ces enjeux. Et donc pour ça, on continue à déployer l'ensemble des leviers qui permettent de casser les plafonds de verre là où ils résistent encore aujourd'hui. Et justement, est-ce que pour répondre à cette problématique, vous avez un dispositif ou un programme spécifique pour promouvoir les femmes? De plus en plus de grandes entreprises, je pense à Allianz, à Bouygues Télécom, à Accor, ont des programmes destinés à faire progresser les femmes, à les former, à leur donner confiance, à les promouvoir dans la hiérarchie. Est-ce que vous avez un programme en place? Oui, alors on a un programme de mentoring qui est notamment mis en place avec l'aide de notre réseau de femmes qui s'appelle La Fabrique, qui réunit aujourd'hui 1000 hommes et femmes engagés sur cet enjeu. Et ce programme de mentoring, il permet à toute collaboratrice de postuler et d'être mentorée par quelqu'un du groupe et donc d'être accompagnée pendant 1 an. Et effectivement, on va travailler beaucoup sur alors, la confiance en soi, mais aussi la visibilité. Le mentor a pour rôle aussi de faire rencontrer du monde dans l'entreprise, puisqu'on sait très bien qu'une partie, notamment des promotions, se fait par connaissance, par son réseau interne. Donc c'est important aussi que les managers permettent à son mentee de rencontrer tel directeur de telle enseigne ou de telle autre et développe son réseau. Va l'accompagner aussi pour comprendre le fonctionnement de l'entreprise, etc., etc. Donc ça, c'est un outil qui fonctionne extrêmement bien. Mais évidemment, il faut qu'il y ait l'ensemble des autres outils en place dans l'entreprise. Donc, notamment, on a un comité des talents féminins. Et ça, ce sont les directeurs des ressources humaines qui travaillent pour identifier toutes les femmes qui ont du talent et qui sont évolutives et s'assurer qu'on n'a pas oublié parce qu'elles sont moins visibles, parce qu'on sait très bien que le soir, dans les couloirs, même si avec le télétravail, ça a un peu changé, c'est plutôt les hommes qui traînent dans les couloirs et donc il se passe beaucoup d'informations, et bien qu'on n'oublie personne, qu'on les repère bien et ensuite qu'on les accompagne d'un point de vue ressources humaines pour les faire grandir et leur permettre d'accéder aux postes de direction et de grandir dans l'organisation. Donc beaucoup de choses en place et beaucoup de choses concrètes. Je voudrais qu'on revienne juste sur un sujet abordé tout à l'heure qui est l'engagement des salariés, leur permettre de s'engager. Tu parlais de l'engagement pour l'environnement, parce que moi je reste persuadée, pour avoir été directrice de la RSE, que l'engagement des salariés, c'est vraiment la clé d'une politique RSE réussie, qu'on ne peut pas le faire sans eux. On sait qu'il y a pas mal de moyens pour les engager. Comment fait Casino pour embarquer ses salariés dans sa politique RSE? Est-ce que vous avez du mécénat de compétences? Est-ce que vous avez du mentorat? Est-ce que vous avez une plateforme d'engagement type Vendredi? Il y a pas mal de dispositifs RH ou non RH qui existent. Est-ce que vous avez des choses en place? Alors oui, on a des choses en place, mais alors moi je crois déjà qu'effectivement pour engager les collaborateurs, il faut leur donner la légitimité d'agir. Quand je suis collaborateur dans une entreprise, pour pouvoir faire de la RSE et finalement travailler différemment, aller chercher des solutions à des problèmes complexes, il va falloir que j'ai cette légitimité-là. Donc ça passe effectivement par tout ce qu'on vient de se dire, d'avoir des politiques claires, des objectifs clairs, des systèmes de rémunération variables, etc. Et un système de management qui permet aux managers de comprendre ce qui est attendu de ses collaborateurs et de soutenir l'innovation. Parce qu'en fait, quand vous engagez sur la voie de la RSE, vous allez être confronté à la réalité de trouver des solutions nouvelles pour adresser des problèmes complexes. C'est ce qu'on disait sur le plastique. L'équipe en charge des solutions plastiques, elle doit en permanence innover. Donc il faut que le manager soutienne cet agenda parce que quand vous innovez, vous allez prendre des risques et quand vous allez prendre des risques, vous allez du coup commettre des erreurs, vous allez vous tromper, ça ne va pas marcher. Et donc il faut que le management soutienne ça. Donc ça, déjà, c'est important qu'on ait cette dimension-là pour engager les collaborateurs. Et le deuxième outil auquel je crois énormément, avant de venir sur les autres outils, c'est le dialogue social. C'est assez nouveau, mais nous, en 2014, on a signé avec les organisations syndicales sur les enseignes Casino un accord sur la RSE qui couvre l'ensemble des enjeux. Ce n'est pas un accord diversité ou un accord égalité professionnelle, c'était vraiment un accord qui intègre les 5 piliers de notre politique, donc aussi bien la partie climat que produits, que supply chain. Et c'est important parce que les organisations syndicales, elles sont au contact de nos salariés et donc elles peuvent aussi diffuser cette culture de la RSE, faire comprendre ce qu'on essaye d'adresser et puis nous remonter aussi les problèmes extrêmement concrets. Et au fur et à mesure des années, et ça rejoint ce qu'on a dit en introduction, on est passé de questions qui étaient assez sociales,
on parlait assez peu environnement et maintenant on parle Absolument. beaucoup d'environnement et de climat avec nos organisations syndicales. Et c'est très intéressant parce qu'elles sont des vrais relais auprès de nos collaborateurs. Puis après, on a d'autres outils qui nous permettent finalement de travailler sur l'engagement. Si je suis salarié et que je veux m'engager, on a un programme qu'on monte avec la Fondation d'engagement bénévole qui permet à nos collaborateurs d'être mis en relation avec des associations que nous soutenons pour faire des missions de bénévolat. Effectivement, quand on n'est pas habitué ou on n'a pas forcément tous des contacts avec des associations, quand on veut s'engager, on ne sait pas comment faire, donc on va les aider pour les engager. Donc ça, c'est aussi un levier. Mais les deux premiers sont par une importants. plateforme. Exactement. Comment se fait la mise en donc là, relation? c'est une plateforme qui est gérée par la Fondation et qui va mettre les annonces des associations et récupérer les demandes des collaborateurs et faire le match entre les deux, puisqu'en fait, c'est toujours une rencontre et que les rencontres, il faut qu'elles soient organisées et accompagnées pour qu'elles se passent bien. Alors, certains groupes comme ADP ou Allianz prennent en compte la RSE dans la rémunération variable du PDG ou du COMEX ou du COMEX d'ailleurs. Est-ce que c'est le cas chez Casino? Et si c'est le cas, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Alors effectivement, on l'a mis en place depuis plusieurs années. Donc on a 15% de la rémunération de notre président-directeur général qui est indexée sur 3 critères RSE quantitatifs. Le premier, c'est les notes que nous obtenons par les agences de notation extra-financières. Donc c'est des évaluations très globales. Comme c'est notre président-directeur général, on considère qu'effectivement, il a une responsabilité sur l'ensemble des enjeux. Le deuxième critère quantitatif, c'est notre trajectoire carbone. C'est donc indexé directement sur nos engagements de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 38% d'ici 2030. Donc chaque année, il y a un objectif quantitatif d'émissions de CO2. Et si on l'atteint, eh bien, la partie variable est atteinte, sinon elle n'est pas versée. Et le troisième, c'est sur le sujet qu'on a évoqué juste avant, c'est sur l'égalité professionnelle, où là aussi, comme on a un objectif de 45% au niveau du groupe, tout le monde est indexé sur sa rémunération variable sur ce critère. Pour les collaborateurs, c'est 10%. C'est les deux enjeux que j'ai cités, climat et égalité professionnelle, auquel s'ajoute en fait un référentiel qu'on appelle les attitudes et comportements managériaux, qui est pour moi intégré dans la RSE, puisqu'on regarde la manière dont le manager délivre la performance. Il y a des managers très performants, mais on va dire qu'en termes de management, ne sont pas forcément au rendu de l'entreprise. Et donc, c'est important de s'assurer que la performance financière est délivrée avec le bon comportement managérial attendu. Et là, ça compte aussi pour 20%. Donc, c'est un levier qui est très intéressant. Moi, j'ai un regard un tout petit peu de côté sur la rémunération variable dont on parle beaucoup. C'était symboliquement très, très important de mettre la RSE à côté des objectifs financiers. Ça, c'est sûr que ça a un impact très fort. C'est évidemment important d'un point de vue économique parce que c'est une partie de votre rémunération variable, mais il ne faut pas qu'on résume la RSE à un objectif à atteindre et j'ai atteint l'objectif et ça s'arrête là. D'abord parce que la journée est beaucoup plus large que celui du climat et de l'égalité professionnelle, il y a d'autres enjeux finalement ce qu'on essaye de faire c'est apporter un supplément d'âme à l'entreprise, c'est d'essayer de travailler différemment, d'appréhender les sujets différemment et donc il y a une espèce de mentalité d'état d'esprit RSE qu'on essaye de développer. Et donc il ne faut pas qu'on se focalise que sur l'objectif à atteindre, parce que sinon on risque de retomber dans les travers parfois qu'on reproche aux entreprises, de se focaliser sur un objectif pour l'atteindre et d'oublier le reste. Et quand on parle effectivement d'entreprises citoyennes, comme tu le citais au début, eh bien, on est dans un agenda qui est beaucoup plus large, et on est sur une façon de travailler qu'on essaye de modifier dans un contexte économique qui est ce qu'il est. On essaye d'apporter ce supplément d'âme aussi à l'entreprise dans sa façon de travailler. Donc voilà, important de ne pas résumer toute la RSE à des objectifs qui sont mis dans la rémunération variable. Absolument. Et donc, je déduis de tout ce que tu m'as dit depuis le début que l'engagement chez Casino est porté au plus haut niveau, c'est-à-dire par le PDG, parce qu'en fait, c'est souvent par là que ça commence. Exactement. Donc, notre président-directeur général, Jean-Charles Naouri, et les membres du COMEX valident les engagements qui sont pris par le groupe. Donc, quand on parle de 45% de femmes, de 38% d'émissions de CO2 à réduire, de déplastifier nos magasins et d'avoir 100% des produits recyclables, toutes ces décisions, elles sont validées ou prises par notre président et par les membres du COMEX. C'est très important, évidemment, pour asseoir la décision et le suivi, mais ce n'est pas suffisant. Parce que derrière, ce sont les collaborateurs dans les directions opérationnelles qui mettent en place les solutions. Et là, il faut aussi qu'ils soient engagés et ils s'engagent et qu'on les soutienne dans la mise en œuvre des solutions qu'ils vont proposer parce qu'on est bien dans un agenda de transformation des pratiques avec des succès, avec des échecs. Et donc, il faut aussi animer l'énergie incroyable des collaborateurs et évidemment aussi les former puisque de plus en plus, on rentre sur des sujets extrêmement techniques et donc il faut aussi avoir ces actions de formation
pour réussir cette transformation RSE que l'on mène dans nos entreprises. Oui, c'est-à-dire que l'impulsion au sommet est indispensable et après, il faut que ça infuse en dessous. Tout à fait. Alors, dernière question avant de passer à notre deuxième séquence. Quelles sont, selon toi, les clés d'une politique RSE réussie ? Est-ce que c'est la volonté ? Est-ce que ce sont les moyens financiers ? Est-ce que c'est avoir des idées, même si on n'a pas beaucoup de moyens ? Est-ce que c'est choisir les bons partenaires ? Tu vas me dire que c'est un petit peu tout ça, mais si tu dois choisir Non, mais c'est effectivement exactement ça. Alors moi, je ne crois pas du tout à la mesure miracle, révolutionnaire, ni à l'homme providentiel qui va sauver sur les enjeux climatiques les sujets. Et je pense que justement, c'est très important de comprendre que la RSE, alors d'abord, ce n'est pas la responsabilité de la direction RSE. Donc déjà, il faut éviter d'en faire un sujet de la direction RSE. La RSE, tout le monde en fait, souvent sans le savoir, tout le monde peut en faire et on attend de tous nos collaborateurs qu'ils agissent et qu'ils s'investissent. Donc ça, c'est important pour que ça fonctionne, d'être dans cette logique-là. Et ensuite, il faut activer tous les leviers. Et c'est ça qui est difficile. Il faut activer le levier des opérationnels pour trouver des solutions. Il faut travailler avec les pouvoirs publics, par exemple sur des réglementations qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Il faut travailler avec les associations, même si on n'est pas d'accord parfois et qu'on a un dialogue qui peut être parfois un peu contradictoire. Eh bien, on a besoin d'avoir ces confrontations, on a besoin d'échanger pour trouver les solutions. Et donc, il faut activer tous les leviers et, in fine, trouver les consensus. Et ce qui est difficile dans nos métiers, c'est que chacun a des solutions et il faut prendre le temps de se dire quelle est la solution qui a vraiment de l'impact et quelle est la solution qui a un impact positif sur l'environnement mais qui va, comment on gère si elle a un impact négatif sur le social ou inversement. Et donc, il faut trouver ces consensus et une fois qu'on a le consensus de solution, eh bien là, effectivement, il faut de l'énergie, il faut ne rien lâcher, il faut y revenir sans cesse pour que les solutions se déploient peu à peu. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est cette capacité de coopération des acteurs. Et c'est pour ça que moi, je ne crois pas qu'il y a une baguette magique et que c'est une transformation globale à tous les niveaux, comme on vient de le balayer dans notre conversation, qui va permettre d'adresser les enjeux. Mais j'aimerais bien qu'il y ait une baguette magique, mais je n'y crois pas. Alors, nous allons passer à la séquence du tac au tac. Séquence numéro 2, il faut choisir entre deux choses. Alors, il est interdit de répondre les deux, évidemment. D'accord. Sinon, c'est pas rigolo. Mais je précise qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Est-ce que tu es plutôt bain ou douche ? Douche. Côte de bœuf ou tofu ? Je suis plutôt thali indien, qui est un plat indien. Plage ou piscine ? Ni l'un ni l'autre. Avion ou train ? Je serais plutôt marche à pied et après train et difficile de se passer de l'avion. Arrondi en caisse ou pourboire ? Arrondi en caisse. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Gourde ou bouteille d'eau ? Alors gourde, mais je l'oublie souvent. Réunion en présentiel ou en distanciel ? Alors je serais plutôt réunion en présentiel, mais la réalité c'est qu'on fait beaucoup de distanciel. Plutôt livre ou liseuse ? Là pour le coup livre. Et du coup journaux papier ? Journaux papier aussi. Journaux papier. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses du tac au tac. On arrive à la troisième séquence. S'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là. Alors, ça, du coup, tu as déjà un petit peu répondu, mais quelle est la mesure concrète prise dans le cadre de la politique RSE du groupe qui a changé la donne pour ton groupe ? C'est-à-dire, quelle est la mesure que tu recommanderais à tes homologues ? Nos auditeurs sont pour la plupart des entreprises, donc on est sur une cible B2B essentiellement. Qu'est-ce que tu pourrais leur recommander qu'ils pourraient mettre en place, eux, au sein de leur entreprise ? Non, aujourd'hui, pour y revenir, je pense qu'il faut travailler sur le management. Évidemment, on va partir du principe que certains nombre d'entreprises ont des politiques qui sont structurées, on a mis des indicateurs, éventuellement c'est dans la rémunération variable, on développe cette culture. Mais je reste persuadé que pour mettre en œuvre ces transformations, parce que c'est vraiment de ça dont on parle dans tous les angles que j'ai donnés, c'est des nouvelles pratiques, c'est une autre façon de faire. Et il faut travailler sur la posture managériale pour pouvoir accompagner les équipes et leur permettre de réaliser. Je vais prendre un exemple très simple. Vous décidez de mettre du vrac dans un magasin classique de la distribution. Là où vous vendez vos gâteaux, vous savez exactement le chiffre d'affaires que vous allez faire dans l'année. Vous décidez de mettre un meuble en vrac, eh bien, vous avez des grandes chances de faire un chiffre d'affaires en baisse parce que vos clients ils étaient habitués à prendre le paquet de gâteaux sur l'étagère et à le mettre dans leur panier. Eh bien, maintenant, ils doivent prendre un sachet, ils doivent peser, ils doivent comprendre comment fonctionne le système. Eh bien, la personne, vous pouvez être très motivé, la personne qui va développer ça, elle va être confrontée à une situation difficile puisqu'elle va présenter des chiffres en baisse alors qu'on est plutôt à chercher la progression.
Et si donc vous n'avez pas travaillé sur les pratiques de management, sur la manière d'accompagner ces innovations, de faire en sorte qu'elles soient soutenues par le manager, vous allez mettre en difficulté vos collaborateurs qui sont en train d'essayer de trouver des solutions. Et donc, dans le modèle de management, il faut intégrer ces enjeux RSE, ces enjeux d'innovation, ces enjeux de droit à l'erreur, ces enjeux de développer l'autonomie, de prise de risque, de confiance dans les solutions. Et donc ça je crois que si on veut vraiment transformer les pratiques, il faut que les systèmes de management intègrent les problématiques de RSE et leadership. Donc ça, c'est vraiment un des enjeux, un des défis. Et après, l'erreur pour moi à ne pas faire, c'est de se dire, bon, il y a une direction RSE, donc le sujet va être pris par la direction RSE. Parce que la réalité, c'est que vous avez énormément de collaborateurs qui agissent déjà, qui font énormément de choses. Et en fait, ce qu'ils attendent, c'est plutôt qu'on leur dise, ce que tu fais, c'est ça, et vas-y, continue. Donc, il ne faut pas que la direction des la RSE s'approprie les sujets. Elle doit être là pour soutenir. Donc, on est bien au service des collaborateurs, pour les mettre en capacité d'agir et de réussir et de couvrir, ce que je dis dans mon jargon, de couvrir le risque que les opérationnels prennent. Et c'est ça qui est passionnant pour tous ceux qui nous écoutent et qui se posent des questions sur mes métiers n'a pas de sens, etc. C'est de s'interroger là où on est avec son métier. Où est-ce que je peux agir et est-ce que j'ai essayé d'agir et oui, ça va être difficile, c'est compliqué, mais la transition, la transformation, elle se fait aujourd'hui par les opérationnels. Elle se fait par les acheteurs, elle se fait par l'équipe acheteur, elle se fait par l'équipe